Les amis, aujourd'hui on part sur un cas d'école et on va partir sur le cas d'école de Monsieur Ron Artest, a.k.a. Luke Cage, mais ça c'est mon surnom à moi, je t'expliquerai peut-être plus tard pourquoi je l'appelle comme ça. Mais en tout cas ça me fait plaisir de parler d'un joueur qui a porté fièrement le maillot Purple and Gold. Ron Artest, qu'est-ce que tu as à me dire pour commencer? Débutons l'émission par son commencement, à savoir le Queens. Tout simplement, Monsieur Ron Artest est né en 1979, donc comme tu l'as bien dit dans le Queens, comme un certain Big Daddy Kane, comme P. Diddy... on allait dire un blast qu'il fallait pas dire, et c'est un lapsus parce que j'allais dire Prodigy et non P. Diddy, je ne voulais pas dire ce nom. Donc comme un certain Nas, comme un certain N.O.R.I., etc., toute la clique, voilà le... Luke Cage. Voilà, t'as tout dit. Donc Monsieur Ron Artest, pur produit du Queensbridge, donc forcément en termes de basketball, t'es élevé à la bonne école, hein. Tu te retrouves directement sur le playground du Rucker Park à mettre des coups de coude à tout le monde. Donc je pense que ça peut, en tant qu'enfant, te donner des idées pour quand tu deviens adulte sur un parquet NBA par exemple. Donc notre ami Ron Artest, bien évidemment, tombe dans la marmite basketball, il commence au Rucker Park. Il joue pas mal de tournois, voilà, entre poteaux, etc. Et même, pour commencer, l'un des drames de sa vie est lorsqu'il a 12 ans, il assiste à un tournoi où ça joue très, très, très durement. Et l'un des joueurs sur le terrain, qui est alors âgé de 19 ans, se fait tuer. Parce qu'il y a quelqu'un de très intelligent qui a cassé le pied d'une table et qui s'est dit qu'il allait le jeter sur le terrain. Sauf que... Ça touche en plein cœur et puis ça te laisse pas de seconde chance. Donc voilà, Monsieur Ron Artest a assisté à ça alors que c'était qu'un match de basket. Donc voilà, enfance difficile, hein, on va pas en dire plus. Voilà, on en a déjà dit assez. Donc on passe réellement à l'étape high school. Donc il représente l'académie de La Salle, donc c'est une équipe de Manhattan. Et pour aller très vite, lors de son année senior, l'équipe termine à 24-0 invaincue. Donc tu vois, quand tu as un gros joueur, ça place la chose. Donc ensuite, petit été 1996, en compagnie de deux larrons, de certains noms qu'on connaît, Monsieur Elton Brand et puis Lamar Odom, ils vont traumatiser avec une petite équipe amateur. À cette époque-là, ils sont encore amateurs, mais bon, on n'est pas loin des professionnels déjà. Donc un petit bilan de 61 victoires et une défaite. Contre une certaine équipe, as-tu une idée de qui aurait pu battre le fameux trio Ron Artest, Lamar Odom et puis Elton Brand? Il te faut des blazes ou une équipe? Si t'as des blazes à peu près d'une époque de joueurs capables de taper ces mecs-là, tu penserais à qui? J'ai pas envie de dire de conneries, alors tu sais quoi, je vais botter en touche sur celle-là et puis je vais te laisser donner la réponse. Il faut savoir que leur seule défaite était lors d'un tournoi en Californie au premier tour, donc dès le premier match. Ils perdent contre l'équipe de Baron Davis, Tayshaun Prince et Jaron Collins. Donc faut déjà ça pour abattre les trois loustiques, mais en finale, la revanche a été prise, plus de 20 points, etc. Donc c'était qu'une petite erreur de parcours. Donc ça, c'est vraiment l'enfance de Ron Artest au Queensbridge. Son arrivée, on va dire, dans le cursus high school. Et je vais te laisser enchaîner avec l'université Chicago. Est-ce que l'université, il y a d'autres choses à ajouter? En vrai, il y a des choses à ajouter. Il a joué à St. John's, on le sait. Il se fait remarquer dès le début pour ce qui le caractérise sur tout le long de sa carrière, son intensité, sa défense très très forte. Mais Ron Artest, c'est pas que ça. Surtout en université, c'est aussi un joueur capable de scorer. Et donc en fait, dès le début, il pose les fondations de ce qu'il sera plus tard. Un guerrier sur le terrain, un joueur très intense, qui met beaucoup beaucoup d'énergie, parfois même à ses dépens. Il a un petit peu du mal à la contrôler. Et en fait, dès l'université, on se rend compte que c'est un joueur avec un tempérament fort. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas le propre de ces joueurs-là qui mettent énormément d'intensité et de cœur dans le jeu, quoi? Oui, il y a toujours le revers de la médaille, hein. De toute façon, Ron Artest, on le verra bien par la suite, mais dès le début, il a toujours été lui-même. Donc au moins ça, on ne pourra pas lui reprocher, même s'il a fait des erreurs et il les a reconnues, parce qu'il a une certaine dualité en lui, le garçon. Donc on verra par la suite. Mais juste pour préciser, l'université, il a quand même été élu en 1999 meilleur joueur de la métropole de New York avec St. John's, donc c'est pas rien. Puis son équipe a eu le meilleur bilan all-time lors de sa dernière année de l'université, donc du coup 28 victoires et 9 défaites. Et ils ont même perdu
contre Ohio State en huitième de finale. Et ensuite, place à la draft et Chicago. 16e position, drafté à la 16e position par Chicago. J'ai envie de te dire, il débarque dans une équipe d'après Jordan, donc une équipe qui est esselée, il se passe pas grand-chose, il y a un peu rien, c'est toujours un peu tristoun, on va pas se mentir, de se retrouver à ce moment-là dans ce genre d'équipe. Maintenant, quand t'es drafté en dehors du top 10, que t'es pas considéré en tout cas comme un go-to-guy et qu'en plus tu tombes sur une équipe de bas de tableau, on peut pas en espérer grand-chose. Donc Ron Artest se retrouve un petit peu... j'ai envie de dire par dépit, oui et non, mais en tout cas, il se retrouve dans une équipe qui est légendaire, mais qui n'est plus ce qu'elle n'était. Mais il arrive quand même à s'imposer, toujours de la même manière, de la défense, de l'intensité, du physique. Et là, on commence à voir le début des déboires de Ron Artest, une personnalité un petit peu instable. Mais en tout cas, à Chicago, il montre que c'est un joueur qui est capable de jouer en NBA. Et même au-delà de ça, c'est même un joueur qui peut compter en NBA. C'est en tout cas, moi, ce que je retiens de Ron Artest à Chicago. Maintenant, il ne se passe pas grand-chose collectivement. Ouais, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai évoqué le cas Elton Brand, et tu as bien dit que c'est l'après Michael Jordan, et Elton Brand est sélectionné en 1999 en tant que premier choix de la draft aux Bulls également. Donc les deux se retrouvent à ce moment-là, et tu as quand même de l'espoir de te dire, ok, on a une bonne fondation, on a un mec comme Elton Brand, à l'époque, c'est un vrai tonton, les gens en attendent énormément d'Elton Brand. Bon, ça prend pas trop, et Monsieur Ron Artest, voilà, comme tu as dit, s'impose, mais également en dehors du terrain. Donc déjà, dès l'époque Chicago, il déclare que il avait le cognac qui était dans le vestiaire, et de temps en temps, à la mi-temps, il se tapait quelques verres, quelques godets, voilà, hein, pour faire ça bien, on va dire. Et notre ami Ron Artest, pareil, époque Chicago, qui détient un salaire NBA, donc je pense que la vie est plutôt sympathique et les fins de mois sont sympas. Il trouve pas mieux que de postuler à un espèce de Jiffy, pour te la faire simple, et il obtient un poste pendant l'été, du coup, pendant qu'il joue à Chicago. Donc il arrive même à faire juste une journée de taf alors qu'il est joueur NBA. Et connais-tu la raison pour laquelle il a postulé à ce poste ? Il voulait avoir les 50% de réduction. Donc du coup, il a postulé. Je t'assure, je te promets, il a fait une journée, il a servi les clients, etc. Il voulait juste les 50% de réduction. Parce qu'à mon avis, le salaire NBA n'était pas assez élevé. Donc voilà, c'est vraiment les déboires à Chicago. Voilà, joueur entre guillemets Après, lambda, qui arrive dans la ligue, etc., qui fait ses armes et qui est trade ensuite à Indiana. C'est ça. Ce qui peut-être on peut souligner, c'est un petit détail, mais c'est un peu marrant, c'est que Chicago lâche Dennis Rodman et récupère Ron Artest. Et tu vois, on peut voir des similarités entre les deux, forcément. Donc, est-ce que c'était un signe du destin ? J'en sais rien. mais voilà, sur le papier, on pourrait se dire... Enfin, en tout cas, l'avenir nous dira que c'était peut-être un peu le futur Dennis Rodman, quoi. Indiana, il débarque aux Pacers, une équipe que... Je vais être honnête avec vous, forcément c'est une époque où je regardais pas beaucoup les matchs, je me suis renseigné, j'ai regardé des VHS, mais en tout cas voilà, c'est pas une équipe que j'ai vu beaucoup jouer. Cependant, c'est une période qui m'a énormément marqué et que j'ai adoré parce que Reggie Miller, figure-toi, a été vraiment une des figures que j'ai beaucoup apprécié dans la Super Basket. Ça a été même, je vais pas dire une idole parce que comme j'ai dit, c'est pas une période qui me correspond naturellement, mais en tout cas ça a été l'un des premiers visages qui m'a marqué concernant la NBA. Reggie Miller, c'était vraiment mon gars sûr. Et il y a même eu un petit amour pour Indiana de ce côté-là. Et forcément, quand t'es gamin et que tu n'as pas accès au match, tu regardes des highlights. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Indiana, forcément, un highlight qui revient souvent quand tu tapes certaines choses en NBA. Bref, il débarque à Indiana. Pas la même équipe, pas le même enjeu. Toujours un défenseur de dingue. D'ailleurs, meilleur défenseur de l'année en 2004. Et ça, c'est une belle consécration pour le joueur. Parce qu'au final... on va pas se mentir, surtout dans notre ère actuelle, c'est pas si souvent qu'on a des postes hors intérieur qui gagnent ce titre-là. C'était plus le cas avant, on a eu des Gary Payton, mais en tout cas, c'est pas forcément un titre qui revient souvent à des joueurs extérieurs, mais c'est bien en tout cas de souligner les joueurs qui sont capables de verrouiller les meilleurs joueurs adverses, et c'était la mission de Ron Artest. À côté d'un Reggie Miller qui était le tueur silencieux, tu avais un Ron Artest qui avait pour mission d'éteindre le meilleur joueur adverse. Ouais, parce qu'il faut quand même savoir que Gary Payton, c'est le dernier joueur, on va dire, de périmètre qu'il a eu avant Ron Artest, donc c'était en 1996, donc tu as quand même 7-8 ans entre deux. Et après Ron Artest en 2004, c'est Kawhi Leonard qui fait un doublé en 2015 et 2016.
Donc c'est un exploit monumental d'être un joueur extérieur et d'obtenir ce trophée. Donc ensuite, Ron Artest, parce qu'on va mettre les pieds dans le plat, t'en as bien parlé, la défense. Moi, j'ai rarement vu un gars qui savait utiliser son corps à la perfection. C'est réellement, on te dit au basketball qu'il faut défendre avec tes jambes. Ron Artest, il défend avec ses jambes sans jamais faire de faute. Parce que bien évidemment, si tu laisses traîner la jambe, il y a faute. Ron Artest, il est toujours dans tes appuis. Ce gars-là, il a jamais passé en dessous d'un écran. Il passe toujours, il te défonce l'écran, quoi. C'est vraiment, tu peux pas poser un écran sur ce mec-là. À l'époque, le switch, je peux te dire, c'était pas autant répandu que maintenant. Quand t'avais Ron Artest et qu'il y avait le poseur d'écran qui débarquait, t'étais bien. Tu te disais, ok, là je suis refait. Et il y a des fameuses vidéos de Ron Artest sur Carmelo Anthony, sur Kevin Durant, sur Paul Pierce. Mais tu hallucines. Le gars, il est toujours face à eux. Quand il utilise ses mains, le seul moment où il utilise ses mains, il va toucher le ballon. Il n'y a pas de débat. Pour prendre une position sur Ron Artest, c'est limite impossible. Le gars est tellement physique, il fait tellement peu de fautes, qu'en fait, il va juste mettre son buste en opposition et c'est terminé, débrouille-toi. Ah, puis c'est un bulldozer, hein, il est tanké. Hein. Ah, mais c'est un grand malade. Moi, franchement, j'ai regardé des mix de Ron Artest en défense, parce que c'est un modèle, hein, ça. Réellement, tous les jeunes qui ne le connaissent pas à l'heure actuelle, même si c'était il y a 20 ans, allez regarder Ron Artest. C'est un chien de la casse. Et il fait tout bien, il fait vraiment tout bien. C'est jamais il mettra le bras en trop, jamais il laissera la jambe qui traînera, c'est juste magnifique. Tu vois, pour appuyer un peu tes propos, je fais un petit saut dans le temps, mais c'est pour revenir sur ces propos-là. J'ai regardé une bonne quinzaine de minutes de Houston Lakers où il défend sur Kobe. Et il y a un truc qui m'a marqué au-delà de tout ce que tu as dit, et je suis d'accord avec toi sur la capacité qu'il a sur être sur les appuis. C'est à chaque fois que Kobe a drivé et se stoppé pour un tir mi-distance, une arme létale, on le répète encore une fois, eh bien, lui, il était capable de en fait reculer pour accompagner le joueur et très rapidement, il remontait pour être sur les appuis et vraiment contester les tirs. Et en fait, à chaque fois que je regardais une action, et c'est ça la folie, c'est que je l'ai regardé 2 fois cette vidéo. La première fois, je me suis dit, putain, Kobe, il est vraiment trop fort. Et après, je me suis dit, on fait quand même une émission sur Ron Artest, il va falloir quand même regarder un peu côté défense. Et en fait, à chaque fois, il se retrouve à défendre sur les appuis de Kobe. Kobe se stoppe à remonter très très vite et contester le tir. Et en fait, on se retrouve avec un Kobe qui a un fadeaway tellement fort qu'il est capable de shooter en arrière, qu'il est capable de se retourner, qu'il est capable de trouver des situations. Mais si c'est pas Kobe en face, je peux vous dire que le joueur est éteint, mais totalement, quoi. C'est un truc de fou à quel point il est capable de remonter vite sur un joueur qui veut prendre son tir. Ah oui, mais il est tout le temps dans le cylindre du joueur adverse. Le gars, il est à 5 cm de toi et il va pas faire faute. C'est hallucinant. Ce qu'il fait à Paul Pierce... C'est le joueur que t'as envie de goumer. Ah ouais. Ce qu'il fait à Paul Pierce, quand tu sais, quand t'es sur le terrain, t'as un mec qui te fait ça, t'as envie de le goumer. Excuse-moi, vas-y. Ah ouais, non, mais clairement, le gars, il te rend fou. Hein. Avec lui, tu montes pas le ballon. Hein. Crois-moi, tu passes une sale nuit, comme on dit. Hein. Mais ouais, moi, de ce que j'ai vu, réellement, ce qui fait un jeune Kevin Durant au Thunder et un Paul Pierce qui est quand même dans le prisme de sa carrière sur les Game 7 face aux Lakers. Ah bah putain, avant le match, ils se disent peut-être que je vais pas en mettre 30 ce soir. Hein. Ou si j'en mets 30, il y en a au moins 20 qui partent à côté, quoi. Franchement, c'est l'un des stoppers purs les plus puissants qu'on ait jamais vu. Hein. Là, on est dans ce tir-là. Il est dans le top 5 facile des joueurs extérieurs. Et je pense pas qu'il soit 5e, 4e. Hein. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a d'autres joueurs qui, franchement, techniquement, défendaient très très bien aussi, à l'avenir et par le passé. Mais lui, en plus, il a cette intensité un peu dingo. Tu vois, genre... je vais te faire un petit parallèle rapide, mais putain, ça me revient pas. Oui, voilà. Tu vois, genre un joueur à qui serait plus récent, qui pourrait me faire penser au même style, ça serait un Pat Beverley, tu vois. C'est un peu un enfant, un héritier d'un Ron Artest. Sauf que Ron Artest était plus grand, Ron Artest était encore plus physique, et Ron Artest était encore meilleur en défense techniquement, tu vois. Donc ça, c'est la folie. Mais c'est beau. En tout cas, j'ai envie maintenant de parler du moment. Le fameux El Famoso moment. Match intense entre Indiana et d'autres bad boys, parce que forcément, pour qu'un moment soit légendaire, il faut des bad boys des deux côtés. Les Detroit Pistons, qui d'ailleurs les ont défaits plusieurs fois,
et les ont empêchés d'aller au bout. Bref, une action, enfin en tout cas Ben Wallace va au panier, c'est Ben Wallace de mémoire, ouais Ben Wallace va au panier, Ron Artest fait une faute, Ben Wallace réagit, il le bouscule, et on voit Ron Artest en tout cas qui essaye d'esquiver un petit peu la bagarre, enfin en tout cas il va s'allonger sur la table de Mark, on comprend pas trop le geste, on capte pas trop le délire, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là. Maintenant c'est Ron Artest, donc on se pose pas trop de questions, mais en tout cas il essaye de s'apaiser, de s'éloigner, de narguer, on n'en sait rien. Et il y a un supporter qui se met à jeter un gobelet avec son Gatorade, je suppose, rempli. Et là, en fait, c'est la furie directe. Tu réveilles la bête, il saute dans les gradins, il pense qu'il a repéré le mec. Et en fait, il se dit, ok, c'est la mission maintenant, je vais le tankard. Et on se retrouve, pourquoi on se met à parler d'une bagarre telle Def Jam, c'est qu'en fait, forcément, tout ça, c'est le moment, le tournant même de la NBA qui fait que David Stern a voulu lisser tout ça. Et la sanction est folle, elle tombe. Est-ce que tu l'as en tête ? C'est quelque chose comme 73 matchs de... Saison complète, fin de saison complète, plus playoff, 13 matchs, voilà. C'est ça. Voilà. Si on compte au minima les matchs de playoff qu'il aurait eu, les estimations, c'est genre 86 matchs de suspension, tu vois. On est dans ce genre de délire. Avant que tu développes un petit peu plus sur ce côté-là, même si on va pas y aller trop loin, est-ce que tu penses que c'est largement mérité et c'est normal qu'on ait ce type de sanction, en prenant en compte quand même le contexte de un supporter qui jette un gobelet dans la teuté, quoi. Après, malheureusement, tu sais, on vit dans un monde où quand tu réagis, t'es toujours en tort. Malheureusement, à la place de Ron Artest, n'importe qui aurait eu envie de rentrer, d'aller défoncer un mec dans les tribunes. Voilà, ça c'est l'envie que tu as. Mais malheureusement, à l'instar d'un Luffy ou d'un Shanks, bah, t'es obligé des fois de te dire « Ok, je sais que je suis trop puissant, ça n'en vaut pas la peine. » Bah, je pense que la NBA aurait préféré que ça termine ainsi, que Ron Artest arrive à se contenir, parce que comme tu l'as dit, il était allongé tranquillement sur sa plage, sur sa petite serviette, en train de dorer au soleil. Puis bah, il s'est reçu un verre et bah, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc bien évidemment, est-ce que la sanction est trop élevée ? J'ai envie de dire que non, parce que ça termine en tribune et c'est surtout une baston générale. C'est pas juste un mec face à un autre, une petite patate, ça s'arrête. Et puis voilà, c'est vraiment là, ça... Bah, c'est entre guillemets indirectement de la faute... Enfin, c'est directement de la faute des supporters et indirectement, Ron Artest a été lié à ça et a dû monter en tribune. Moi, je considère pas qu'il est responsable de la situation, ça a été provoqué. Il a réagi comme tout homme aurait réagi si t'es dans un moment où déjà t'es énervé, parce qu'à ce moment-là, il n'était pas au plus zen de sa forme. Hein. Il était déjà en train de se dire « Ok, j'aurais peut-être dû mettre une bonne pêche à Ben Wallace. » Puis bah là, tu lui offres une seconde opportunité, bah c'est un strike. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Les conséquences de ça, au-delà des matchs de suspension pour un Artest, c'est que forcément, c'est pas le seul de l'équipe qui est suspendu. Donc Indiana se retrouve un peu esselé, enfin même beaucoup esselé sur une bonne période. Et de tout ça, on découle une saison un petit peu comme d'hab, j'ai envie de dire, pour Indiana, où Indiana, c'est toujours une équipe qui a compté à des moments clés de la NBA, mais ça n'a jamais une équipe été capable, ou en tout cas, avoir ce petit déclic ou cette petite chose qui fait qu'ils vont au bout. Et là, en plus, quand tu as ce genre de choses qui débarquent, les conséquences, elles sont plus que dramatiques pour la NBA. Et surtout, derrière ça, le retour de Ron Artest est compliqué. Compliqué avec ses coéquipiers, compliqué avec le staff, compliqué avec tout le monde. Et il demande son transfert. Ouais, parce qu'il faut quand même préciser que au moment de la baston, c'est la dernière année NBA de Reggie Miller à 39 ans. Et il faut savoir qu'en 2003-2004, donc la saison précédente, les Pacers finissent premiers à l'Est avec 61-21. Donc c'est réellement les favoris avec Détroit à l'Est pour aller chercher le titre l'année de la fameuse baston. Donc tu m'étonnes qu'un Jermaine O'Neal, même s'il a participé, on va dire, à la baston, qu'un Reggie Miller, ils aient le seum, avec du recul. Donc réellement, tu le vois comme ça. Et juste pour terminer, avant de parler du trade, il se fait que Ron Artest a regardé Stephen Jackson et lui a dit « Tu penses qu'on va avoir des problèmes ?» Je pense. Oui, Ron. Il est con. Du coup, transfert Sacramento. C'est à ce moment-là, Sacramento.
Oui, oui, c'est ça, Sacramento, où notre ami Ron Artest a quelques soucis personnels et il se fait même qu'après la baston, c'est peut-être la première ou la seconde fois de sa carrière où il pense à prendre sa retraite. Et à ce moment-là, tu sais qu'il a carrément appelé la NBA pour se renseigner comment on faisait, hein. Donc franchement, c'est chaud. Il a voulu prendre sa retraite et il a parlé, forcément, il a demandé un transfert qui n'a pas du tout été bien accueilli de ses coéquipiers après l'événement qui s'est passé et de Larry Bird qui était général manager à ce moment-là. Et puis forcément, hein, ça termine à Sacramento dans un échange qui de base avait été... il paraîtrait que Ron Artest n'était pas d'accord, mais il a démenti la chose, qu'il aurait entendu une rumeur comme quoi les Pacers voulaient l'échanger contre Stojakovic du coup des Kings. Et cette rumeur aurait peut-être découlé sur une demande de transfert, etc. Mais c'est des choses qui ont été démenties, qui sont sorties dans la presse, donc on ne connaît pas trop la vérité réellement, quoi. Je fais une petite aparté, mais Sacramento, c'est une équipe, je sais pas si c'est que moi, mais elle a tellement jamais compté pour moi. C'est une équipe, elle m'endort. C'est vraiment, je me demande s'il y a des fans de Sacramento. Vous allez pouvoir même faire un réel de ça, hein. Je pense que Sacramento, ça... c'est claqué au sol depuis la nuit des temps. Il y a eu la petite équipe Mike Bibby, Chris Webber, Divac et compagnie, tu vois. Mais... Ouais, c'était pas mal sur NBA Live, quoi. Enfin bref, l'aparté est faite. Ouais, Sacramento, est-ce que tu vas aller plus loin sur ça ou on bascule directement sur Houston? Bon, à Sacramento, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait du Ron Artest, il n'y a rien de spécial, tu vois. Il a même voulu faire un petit album de rap et il a carrément demandé 1 mois de repos pour faire la promotion en pleine saison de son album de rap. Donc on va terminer là-dessus et Sacramento... Oh, le dingo. Houston, les Houston Rockets. Je pense que là, tu vois, pour moi, on arrive... dans la dernière étape à peu près de sa carrière, en tout cas avant le step final. Je pense que Houston, c'est vraiment le tournant de sa carrière, avant la rédemption qui sera donc les Lakers pour moi. Pourquoi ? Parce que je pense qu'à Houston, en fait, il devient ce joueur qui compte et ce joueur sur qui on peut compter. C'était beau, c'était joliment dit, mais ça, c'est important. C'est qu'en fait, il a toujours été ce défenseur d'élite, on l'a dit, défenseur de l'année avec les Pacers. Il a toujours été ce joueur hyper important pour ses collectifs, qui met de l'intensité, qui met du cœur à jouer, qui joue comme 2 personnes, voire 3 par moment. Mais c'est un joueur tellement imprévisible et tellement instable qu'on se dit, ouais, mais ce gars-là, il est dans mon équipe, il est capable d'apporter le pire comme le meilleur. Parfois, on a pensé ça d'un Russell Westbrook, pour d'autres raisons. Bref. Ron Artest, en tout cas à Houston, c'est un peu ce joueur toujours avec les mêmes capacités, toujours avec cette même intensité, toujours avec ces mêmes qualités, capable aussi de mettre des points et surtout des points importants. Mais en plus de ça, à Houston, c'est un joueur qui s'apaise un petit peu, c'est un joueur qui est plus concentré sur le jeu, c'est un joueur qui joue au basket en se disant « Ok, maintenant, je veux vraiment apporter le meilleur de ce que je peux sur un terrain et essayer de mettre de plus en plus de côté ces phrases que j'ai en dehors du terrain. » Et pour ça, il se fait aider. Il se fait aider, et il l'a déjà assumé de nombreuses fois, par un psychologue, parce que il estime qu'il a des problèmes mentaux, que sa santé mentale, elle déraille un petit peu, et qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin de soutien. Et peut-être que c'est l'élément qui fait basculer les choses, mais en tout cas, j'ai pas de mémoire un autre joueur qui a assumé avoir en tout cas des défaillances mentales, et avoir ouvertement déclaré travailler dessus par le biais d'un psychologue, pour s'améliorer. Et là, en l'occurrence, on a tendance à dire que ça a été bien pour lui, puisque ça semble être le cas. Ah mais de toute façon, ça c'est un sujet de société qui est apparu dans les années récentes où réellement en tant qu'homme c'était difficile d'admettre que tu avais besoin d'aide extérieure. Et d'ailleurs c'est une petite aparté hors basket, mais si jamais vous vous sentez mal dans votre peau, que vous avez besoin de discuter avec quelqu'un, déjà commencez par votre entourage proche, voilà vos amis, confiez-vous, voilà, essayez de trouver des solutions. Et si ça suffit pas, hésitez pas. Moi, perso, j'y suis jamais allé parce que ça m'est jamais arrivé d'être en dépression, etc. Mais si jamais vous vous sentez en dépression et que vous avez besoin d'une aide extérieure et que ça peut vous permettre de rebondir dans votre vie, que ce soit, je sais pas, sentimentalement ou même au plus profond de vous-même, allez-y. Et un Ron Artest qui avait, qui a eu une enfance difficile, qui a vu certaines choses, etc., car c'est certainement eu des galères, on va dire, financières, etc., il a eu besoin de cette aide parce qu'il s'est dit, ok, c'est trop. Il y a un moment, j'ai fait des conneries, j'ai envie de montrer, on va dire, le côté lumineux de la force qui est en moi. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a assumé aux yeux de tout le monde que son psychiatre a joué un rôle énorme.
qu'il aura d'ailleurs remercié par la suite aux Lakers, et je te laisserai en parler. Et du coup, pour terminer sur Houston, il faut savoir que Yao, lors de l'arrivée de Ron Artest, a dit en rigolant j'espère qu'il ne va pas provoquer une bagarre. Et Ron Artest a bien dit Ron Artest a dit, tu sais Yao, t'as joué avec énormément de joueurs noirs dans ta vie. Moi, je représente la culture noire encore plus que les autres. Et c'est peut-être la première fois de ta vie que tu joueras avec un joueur comme moi qui est autant la dalle, quoi, tu vois. Et en gros, il est arrivé à Houston, il s'est fondu dans la masse, il a fait le taf, c'est devenu un vrai basketteur. Il était déjà un énorme basketteur, attention, mais là, il était focus, basket, et mentalement, en dehors du terrain, j'essaye de m'en sortir. Ouais, il y a eu ce moment face aux Lakers où j'ai presque envie de dire, et c'est pas exagéré, que c'est lui qui porte l'équipe. On n'en est pas loin, en tout cas. Parce qu'il est présent des deux côtés du terrain, mais surtout, il se tape le monstre qui est Kobe Bryant. Et surtout, il gagne le respect de Kobe. Et ça, c'est pas rien, parce que Kobe l'a déjà dit plein de fois, que c'était l'un des joueurs les plus difficiles à attaquer qu'il ait eu rencontré. Et qu'en tout cas, le Ron Artest de Houston a été l'un des joueurs qui a eu posé le plus de problèmes dans sa carrière. Parce que là, en fait, on se retrouve avec un Kobe à son apogée, à son prime. Mais je vous assure que ce qu'a fait Ron Artest, c'était vraiment une folie furieuse. Pour l'avoir revu, c'était un peu dingue. Ça s'acclimate un petit peu à ce qu'avait fait Iguodala sur LeBron James. Tu peux pas stopper un LeBron James, mais le travail qui avait été fait a été dingo de manière à limiter le plus possible. Et là, ça a été le cas. C'est qu'en fait, il a vraiment limité un maximum Kobe Bryant, et Houston était esselé, et les Lakers bien trop forts pour que ça puisse passer. Mais Houston au complet, les Lakers un petit peu moins rodés, ce genre de défense, ça peut te faire basculer une rencontre de tout à rien, quoi. Bref, avec ça, en tout cas, il a gagné le respect de Kobe. Et les Lakers se tentent un petit pari. Et pourquoi pas Ron Artest dans notre effectif. Écoute, c'est ta période, c'est ton équipe. Donc je vais réellement te laisser la parole autant que tu veux et fais-toi plaisir. Moi, c'est l'équipe des Lakers qui me parle le plus. Pourquoi ? Je vous la fais rapidement. Mon amour du basket est venu par mon grand frangin, forcément, lui grand fan de Philadelphie, donc de Iverson. Donc moi je commence naturellement par Iverson. D'ailleurs, il y a son petit maillot qui est juste là. Hop. Donc 2001, etc. Moi je suis plus côté Iverson. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai envie de m'émanciper, j'ai envie d'aimer le basket par moi-même et pas par le prisme de mon frère. Et Kobe devient cette légende à mes yeux pour diverses raisons. Et donc forcément, c'est plutôt l'époque Kobe avec Pau Gasol, Lamar Odom, Ron Artest, ces époques-là qui m'ont marqué. Ron Artest se retrouve aux Lakers, et je pense que pour la première fois, il se dit « Ok, je suis pas le mal alpha dans le vestiaire. Parce que Kobe est là, je vais l'accompagner, je vais l'aider à gagner. » Ça me fait plaisir de dire ça, c'est vrai, je l'entends. Mais je le pense vraiment. Je pense qu'en fait, si Ron Artest a gagné le respect de Kobe, je pense que l'inverse est aussi vrai. Et qu'en fait, il y avait un respect mutuel de ce que les deux étaient capables de faire. Je pense que Ron Artest admirait énormément Kobe pour le joueur qu'il était et la manière dont il amenait le jeu. Et il se retrouvait forcément dans plein de choses. C'est que Kobe a eu beaucoup de débats avec Shaq parce qu'ils n'avaient pas la même vision du sport. Je suis persuadé qu'un Ron Artest et un Kobe, sur l'intensité et la manière dont il fallait jouer, ils se retrouvaient sur beaucoup de points communs. Et au final, ça a donné ce joueur qui s'ajoute dans ce collectif, qui était déjà champion, en se demandant un petit peu qu'est-ce que ça a passé. Parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, quand tu rajoutes ce genre de joueur, c'est un peu comme quand tu rajoutes un Westbrook. Alors, maintenant, c'est plus trop le cas, parce qu'il s'est assagi, le gamin, mais un Westbrook à un moment donné dans ton effectif, où tu te dis, ouais, c'est une plus-value, c'est sûr et certain. Maintenant, les revers de la médaille, il va falloir les assumer. Quand tu es champion en titre et que tu récupères comme Ron Artest, tu te poses ce genre de questions. On les connaît, ces plus-values. On sait qu'il va pouvoir lockdown le meilleur joueur en face et que les adversaires, c'est souvent Boston et donc Paul Pierce de l'autre côté. Maintenant, est-ce que tu prends le risque de récupérer un Ron Artest ? Risque plus que payant. Je vais te laisser un petit peu parler des Lakers et après j'ai d'autres choses à dire. Ouais, et puis de toute façon, c'est Kobe qui a passé un appel. Ok, on a besoin de ce gars-là. Donc dès l'instant que tu es validé par Kobe, et c'est sportivement, c'est suite à une série. C'est pas il s'est dit allez tiens on va aller le chercher comme ça, je connais ses qualités. C'est vraiment il l'a eu en face de lui, il s'est dit ok ce qu'il me fait à moi, s'il le fait à Paul Pierce, ça va être une autre histoire. No disrespect pour Paul Pierce, mais t'es pas Kobe. Tac. mais tu vois, je te coupe rapidement et j'ai fait rapidement le parallèle avec Iguodala et tu vois, il y a un peu cette similarité. Iguodala avait joué à Denver, il s'était retrouvé au premier tour contre Golden State et en fait, il a un petit peu validé
cette chose-là, et Golden State derrière se dit ouais, je vais récupérer Iguodala, et voilà, match payant quoi, des deux côtés. Bref, je te laisse continuer. Ron Artest, effectivement appelé par Kobe. Ouais, je pense que c'est surtout le timing parfait. On est à un moment de la vie de Ron Artest où il se sent bien mieux dans ses pompes et dans sa tête. Et là, après une saison à Houston où vraiment il fait une série exceptionnelle contre les Lakers, bah, c'est la consécration. C'est vraiment l'apogée de sa carrière. On est au stade où, ok, on sait que Ron Artest, il est capable de mettre des gros tirs, même offensivement. On sait que c'est un gars qui réellement, il va se jeter sur tous les ballons. C'est le genre de mec qui te fait gagner un titre. Même si tu l'as déjà gagné, bah, c'est celui qui t'amène au doublé, qui t'amène au three-peat, etc., etc. T'as besoin d'un mec comme ça dans ton équipe. C'est une énergie positive sur le terrain. Tu avais fait le parallèle d'un Dennis Rodman qui foutait le sbeul de ouf en dehors du terrain, mais sur le terrain, Michael Jordan n'a jamais dit quelque chose de négatif sur Dennis Rodman. Bah, Ron Artest, c'était la même chose à cette époque-là. C'est j'allais au match, je défonçais mon adversaire direct et je rentrais chez moi. Voilà. C'était le fit parfait. Ils avaient besoin d'un mec sur les postes extérieurs qui allait enlever de la responsabilité à Kobe. Parce que pour moi, son rôle, c'était ça, c'était d'enlever de la responsabilité à Kobe, parce qu'on connaît Kobe. Jamais il s'est défilé pour défendre sur le meilleur joueur adverse. Ok, il a dû défendre sur Ray Allen, mais il fallait bien quelqu'un qui prenne Paul Pierce aussi en finale. Bah, c'était Ron Artest. Ouais, bah tu vois, moi, ce qui m'impressionne le plus, là, quand j'ai refait mes recherches et que j'ai regardé, je me suis plongé dans cette équipe-là, c'est à quel point il a dépassé les attentes qu'on avait de lui. C'est qu'on l'a récupéré à Houston, aux Lakers, pour avoir ce rôle, comme tu as dit, un peu de garde-fou du meilleur joueur adverse. Et au final, il s'est retrouvé à briller aussi offensivement. Et tu vois, on pense aussi, alors je pense à ce moment-là où il se retrouve contre Phoenix, finale de conf, qui prend 2 T-jeux qui sont bah, c'est des mauvais tirs, hein, on va pas se mentir. Et on voit Kobe qui est un peu exaspéré parce que bah, c'est pas les tirs qui... C'est pas à lui de les prendre, en fait, tout simplement. C'est pas à toi de les prendre. Donc, remise en jeu, Kobe se retrouve ligne de fond vers 0 degré. Il prend un tir en fadeaway à 3 points et airball, malheureusement, parce que bah, le tir est un peu forcé. Et là, un soldat qui surgit, parce que c'est ce que Ron Artest a toujours été au sein de cette équipe. Il surgit pour récupérer le rebond sur Kobe, il le met au buzzer. Et là, en fait, on voit qu'en l'espace de 5 minutes, les joueurs, ils avaient un peu un regard haineux l'un envers l'autre. Genre, c'est pas à toi de prendre le tir, et puis de l'autre côté, non mais laisse-moi faire mon jeu. Là, un airball, un rebond, un tir au buzzer, et en fait, les deux se sautent de les bras en se disant « Mais ouais, c'est avec ce gars-là que je vais aller loin. » Et l'un comme l'autre. En fait, Ron Artest sait très bien que c'est Kobe, le leader, le chef de meute, qui va les amener le plus loin possible. Mais Kobe, lui, à l'inverse, a toujours eu besoin de ses soldats. Et c'est pour ça qu'il a eu aussi un grand respect pour Pau Gasol. C'est que Pau Gasol était, à ses yeux, le soldat que Shaq n'était pas. Ouais, de toute façon, on va pas refaire l'histoire par rapport à Kobe et ses coéquipiers, mais dès l'instant que tu gagnes son respect, il va à la guerre avec toi, il est prêt à mourir avec toi et pour toi. Et Ron Artest faisait la même chose envers Kobe. Franchement, t'imagines réellement, t'as ces deux mecs-là en même temps sur le terrain. On est vraiment au summum de la détermination. Tu peux pas aller plus haut. Celui qui me dit qu'il va plus haut, ça n'existe pas. Michael Jordan, c'est Kobe. Voilà, c'est le seuil ultime en termes de détermination. Bah, Ron Artest, c'était la même chose. C'était un chien. Quand ce mec-là était déter, tu pouvais plus l'arrêter. C'est comme tu l'as déjà mentionné, c'était un tank en plus. Donc offensivement et défensivement, mais il était sur tes côtes, mais H24. Ah non, mais c'est clair. Son palmarès au final, hein, ça donne champion NBA en 2010, meilleur défenseur en 2004, une fois All-Star, 2 fois All-NBA Defensive Team. Ça peut paraître léger, mais en fait non. Oubliez pas que c'était un joueur de devoir, c'était un soldat, ça n'a jamais été le franchise player de son équipe, mais ça a toujours été un joueur qui compte. Et du coup, sa fin de carrière, bah, j'ai envie de te dire, je vais te laisser même en dire plusieurs mots si tu veux, sa fin de carrière, c'est un changement de nom. Donc en fait, j'ai envie de te dire, est-ce que sa fin de carrière, c'est pas tout simplement la rédemption, l'acceptation de ce qu'il a été, le changement, l'évolution. Tu vois, on parle souvent d'évolution de chez les personnes, chez les êtres humains. Et ben, je pense que c'est ça la fin de carrière de Metta World Peace, du coup. C'est lui en tant qu'homme, il a accompli ce qu'il voulait en tant que basketteur. Maintenant, il est temps de grandir en tant qu'homme. Ouais, et puis baskettiquement parlant, l'après Lakers, bon, il part en Chine, etc. Plusieurs pays, il revient aux Lakers, les Knicks, etc. On va pas en parler parce que ça a pas d'impact sur sa carrière, on perdrait notre temps. Mais ce qu'il faut savoir avec Metta World Peace, c'est qu'on a mis son côté un peu foufou en avant, mais ça a jamais été un mauvais gars en fait.
C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il a eu en fin de carrière une image où il allait sur les plateaux de télé et il est passé du mec le plus détesté à l'une des personnes les plus aimées. Il faut quand même signaler que c'est le genre de personne qui est capable de vendre sa bague de champion aux enchères pour aider les personnes défavorisées. C'est quelqu'un qui va souvent rendre visite aux jeunes pour leur parler de son histoire personnelle, du fait qu'il a été voir un psychiatre, que ça l'a grandement aidé. Il parle énormément de la santé mentale, donc pour ça, écoute, on leur remercie. Et puis c'est encore plus un accomplissement que tout ce qu'il a fait dans le basketball. Comme un Kobe après sa carrière, malheureusement, on connaît l'événement tragique. Il était parti pour faire des choses énormes. Si tous les basketteurs après leur carrière, malgré qu'ils aient fait des dingueries ou qu'ils n'aient pas eu le meilleur des comportements, ils peuvent au moins faire des actes de rédemption par la suite, on les encourage grandement et puis on espère qu'ils transmettront leur expérience aux plus jeunes parce que ça pourra leur servir. C'est beau. Écoute, on a parlé de la carrière de Ron Artest et qui est Metta World Peace ou Metta World Peace et qui est Ron Artest, c'est à vous de voir. En long, en large et en travers, et en tout cas, ça m'a bien fait kiffer de parler de ce petit joueur-là. Tu sais quoi, avant de conclure, j'ai envie de lancer un petit call to action, et le call to action est le suivant. Si jamais vous avez un joueur en tête, vous vous dites, ça serait pas mal de creuser un petit peu sur le sujet, vous en connaissez davantage, mais vous avez envie que nous le fassions découvrir aux autres, n'hésitez pas à balancer des blazes, des petits blazes en commentaire, et puis potentiellement on fera un cas d'école, et sachez que sur les cas d'école, on prend toujours la chose très au sérieux. Alors forcément, il y a des joueurs avec lesquels on a le plus d'affinité, mais si c'est pas le cas, nos recherches et la manière dont on aborde l'émission, c'est toujours avec sérieux, avec bienveillance, et essayer de montrer les deux facettes d'un joueur, qu'elles soient positives comme négatives, qu'elles soient humaines comme sportives. Très bien, écoutez, pour terminer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, donc c'est Instagram et TikTok, c'est les Croqueurs Podcast. Les émissions sont toujours disponibles dans leur version audio sur Apple Podcast et Spotify. Si vous voulez la vidéo, ça se passe sur YouTube. Ron Artest, ça fait plaisir. Vous vous y attendez pas à celle-là. On a fait Rudy Gobert, on a fait Jason Tatum, on a voyagé un petit peu dans le temps avec le doc. Pour un joueur assez spécial, qui aura marqué la ligue de son empreinte, je tiens à le dire. Puis comme toujours, c'est les playoffs. Go Knicks. Allez, ciao, ciao.